Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien, que le confinement vous pèse pas trop. Je suis un petit peu embêtée parce que sur l'exercice à rendre hier, le tableau chronologique que nous allons corriger aujourd'hui ensemble, il n'y a que 11 élèves de chaque classe qui m'ont envoyé le travail, donc il faut vraiment faire l'effort parce que nous, après, nous devons relever les noms de ceux qui rendent et ceux qui rendent pas et les renvoyer à l'administration. Donc ça serait sympa vraiment de faire le travail et de l'envoyer à peu près dans les temps, même si je suis assez cool là-dessus. Alors, sinon, je vous ai fait une petite vidéo audio avec les documents pour vous corriger le tableau. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient eu un petit peu de mal à comprendre les consignes. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Alors, c'est un petit peu long, mais ça va vous permettre de comprendre cet élément clé qui fait basculer la Révolution française. Là, je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous en espérant que tout va bien pour vous sous le soleil. À bientôt. Alors, vous deviez replacer les images que je vous ai proposées dans un ordre chronologique, dans un tableau, pour comprendre les événements qui vont précipiter la fin de la monarchie constitutionnelle. Alors, premier élément important, l'Assemblée nationale législative va déclarer la guerre le 20 août 1792 au roi de Bohême et de Hongrie, qui appartient à la Maison d'Autriche. Et cette déclaration s'appuie sur la proposition du roi. Je vous rappelle que le roi détient son pouvoir parce qu'il possède le pouvoir exécutif. Alors, c'est intéressant pour le roi parce que le roi compte que les armées révolutionnaires françaises, plutôt faibles, plutôt désorganisées et pas professionnelles, vont échouer face aux troupes étrangères et ainsi lui permettre de retrouver son trône et son pouvoir absolu. Et de l'autre, les députés de l'Assemblée nationale vont accepter sa proposition et voter la déclaration de guerre, car de nombreux nobles qui s'étaient exilés à la frontière côté Pays-Bas autrichiens au nord du royaume de France vont commencer à former une véritable armée à la frontière qui menace la Révolution française. Alors, la maison d'Autriche appartient au Saint-Empire romain germanique et ce Saint-Empire romain germanique possède une autre grande puissance, la Prusse, et la Prusse va se joindre rapidement à l'Autriche dans cette coalition contre les révolutionnaires français. Et en juillet 1792, vont envahir le territoire français. Donc les armées austro-prussiennes professionnelles, organisées, vont avancer très vite et vont être victorieuses jusqu'à la ville de Verdun. Alors, en juillet 1792, le 25, se passe un événement qui va mettre un peu le feu aux poudres, un manifeste qui est attribué à Brunswick. Brunswick, c'est le chef de l'armée prussienne. Un manifeste donc va tourner dans le pays, dans le royaume de France, et ce manifeste promet la peine de mort à quiconque s'opposera au retour de la monarchie absolue et donc de Louis XVI sur le trône en monarque absolu. Et ce manifeste, évidemment, va attiser le mécontentement populaire des révolutionnaires français et va accroître la détermination du gouvernement révolutionnaire de s'opposer à ce manifeste qui met en danger la Révolution française. Alors le problème, c'est que les défaites militaires s'enchaînent, le manifeste vient poser un ultimatum, notamment au peuple parisien, va entraîner une insurrection qui est en fait la prise du palais des Tuileries le 10 août 1792. Alors ce palais, c'est le siège du pouvoir exécutif puisque la famille royale y habite depuis que le roi et sa famille ont essayé de fuir fin juin 1791 et qu'ils ont été reconnus à Varennes sur une pièce de monnaie et ont été ramenés à Paris dans un silence absolu le 23 juin. Du coup, cette fuite à Varennes va marquer la fin de la confiance entre le roi et le peuple et entre le roi et l'Assemblée nationale. Mais comme on a mis 2 ans à écrire
la Constitution de 1791 qui tient parce que un des deux pouvoirs est tenu par Louis XVI, les députés, certains vont dire que le roi a été enlevé contre son gré, qu'il ne voulait pas fuir et donc maintenir la Constitution et la monarchie constitutionnelle. Évidemment, le peuple n'en croit pas un mot et de fait, la famille royale devient vraiment haïe d'une très grande partie de la population. Alors du coup, la prise des Tuileries qui se fait à la fois contre la famille royale, contre le pouvoir exécutif, mais aussi contre les députés de l'Assemblée nationale pour la première fois durant la Révolution française, va entraîner la fuite de la famille royale qui va se réfugier à l'Assemblée nationale dans une petite loge derrière les tribunes pour ne pas mourir massacrés, comme les gardes qui tenaient le palais des Tuileries. Et à ce moment-là, l'Assemblée va voter la suspension du roi et de fait, c'est la chute de la monarchie constitutionnelle. Alors la famille royale sera ensuite transférée et enfermée à la prison du Temple à Paris. Cette prison ne peut plus la voir puisqu'elle a été détruite en 1808. Alors, il faut savoir que donc pendant ce temps-là, l'invasion des troupes étrangères continue. Elles sont coalisées contre les armées révolutionnaires françaises et enchaînent les victoires jusqu'à ce que, le 20 septembre 1792, à Valmy, les troupes françaises qui étaient menées par Dumouriez et Kellermann vont faire reculer les coalisés étrangers. Alors, c'est pas à proprement parler une victoire militaire, c'est plutôt une canonnade. Vous verrez, je vous ai mis un extrait vidéo pour que vous puissiez aller voir dans la correction. Mais c'est une victoire politique, c'est la première grande victoire dont avait besoin la Révolution française pour continuer à exister et qui va donner l'énergie aux Français de continuer à se battre. Alors, dans le même temps, les Prussiens qui sont engagés sur le sol français se disent mais finalement on n'avance plus, ça va nous coûter cher, ça va être long, quels sont vraiment les bénéfices que l'on retire de cette campagne militaire? Pas grand-chose puisqu'en plus la famille royale a été arrêtée. Du coup, les Prussiens vont ordonner le retrait des troupes coalisées du sol français, qui fait que finalement, entre Valmy et le retrait des troupes, eh bien, c'est dans ce contexte que la nouvelle Assemblée nationale, qui est élue cette fois-ci au suffrage universel, alors attention les filles, évidemment, que les garçons, c'est un suffrage universel masculin, mais là, il n'y a plus de notion d'impôt. Cette nouvelle Assemblée qui va être nommée la Convention et qui fait suite à l'Assemblée nationale législative, qui va être mise en place le 21 septembre 1792. Alors des fois on trouve le 20 septembre, des fois le 22. Alors moi dans l'ensemble j'ai vu plutôt le 21 septembre 1792, va abolir la royauté ce jour-là et le lendemain il y a proposition pour que l'on proclame que tous les papiers officiels seront désormais datés de l'an 1 de la République à partir du 22 septembre 1792. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la première République française est née. Donc, dans le tableau, vous aviez en première colonne le document 5, l'Assemblée législative vote la déclaration de guerre à l'Autriche sur proposition du roi Louis XVI le 20 avril 1792. Puis, la vignette 3, les défaites militaires françaises entraînent une insurrection populaire et la prise des Tuileries, où séjourne la famille royale qui est arrêtée. Ça, c'est le 10 août 1789. Puis l'image 2, victoire française à Valmy, la première contre les troupes prussiennes le 20 septembre 1792. Puis l'image 1, l'Assemblée nationale législative laisse place à une nouvelle Assemblée nationale, élue au suffrage universel, donc je précise masculin, la Convention le 21 septembre 1792. Et puis, dernière colonne, c'était l'image 4, la Convention abolit la royauté et proclame la première République le 22 septembre 1792. Donc voilà pour la correction de ce tableau. J'espère que ça vous aura été utile. À bientôt.